Raymond Siriot, puis Saint-André, 4 février 2025. Raymond, bonjour. Bonjour Michel. Alors dans cette nouvelle vidéo de la série des portraits montagnards, on est en compagnie de Raymond Siriot à la Maison de la Géologie et du Géoparc. Alors pour commencer notre conversation, je vais te proposer de répondre à la question que t'as posée sans savoir qui tu étais, le précédent portraitisé. Je ne sais pas si on dit portraitisé, mais on va le dire comme ça. Bien comme ça. Julien Bénard, qui avait donc une question sans savoir à qui il la posait. Donc, je te la fais écouter. Voilà. Alors, si je me permets de poser une question, du coup, qui est peut-être pas évidente, est-ce que vous êtes posé la question de votre place dans la société? Alors, ma place dans la société, c'est prof. J'avais eu une interview, je ne sais plus de qui, et j'avais dit prof jusqu'au trognon. Voilà, c'est vraiment ça qui a conduit toute ma vie. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Alors, on va remonter un tout petit peu quand même dans le temps, puisque avant d'être prof, comme tout le monde, tu as été enfant, Ouais. mais pas un petit Briançonnais, un petit Marseillais. Eh oui, un petit Marseillais. Alors, la vie du Marseillais. Ben, la vie du Marseillais, je suis né en 1944 dans une famille qui a compté, il y avait papa, maman et 7 enfants. Donc c'est une famille nombreuse. Alors c'est 40, je compte pas papa, maman, hein, c'est 14 et 20. Puis après, une fille, 40, un garçon, 43, moi, 44, un autre garçon, 47, une fille, 49, une autre fille, 53, et un garçon, 57. Donc les enfants de juste après-guerre. Alors comment est-ce que tu as découvert la montagne en petit Marseillais que tu étais? Eh bien, j'allais au patronage à Marseille, et les bons pères, puisque mes parents étaient italiens, catholiques, etc., on était au patronage. Et donc, ils nous amenaient en colonie de vacances, et je suis allé en colonie de vacances dans le Champsaur, plus précisément au Glésil. Le Glésil, c'est un petit village qui est de l'autre côté du fleuve, là, du Drac, par rapport à Chauffaillet. Voilà. Et donc, j'ai découvert la montagne, et c'est vrai que ça m'a bien marqué. Ouais. Alors bien marqué, bon, l'enfant grandit, il fait des études et il réussit ses études. Alors quel genre d'études tu avais fait? Ben, j'ai fait des études de SVT. Alors, à l'époque, c'était sciences naturelles. Sciences naturelles, ouais. Mais je l'ai fait de manière tout à fait fortuite, puisque moi, je voulais faire lettres ou langue. Hein, et on pouvait aller qu'à Aix pour faire ça. Et pour mes parents qui étaient très, très, très modestes, il n'était pas question que j'aille ailleurs que chez eux, et donc à Marseille. Et donc, j'avais un pote là, un copain de patronage. Il me dit, ben lui, il était dans le même cas que moi. Donc il me dit, ben moi je vais faire sciences naturelles parce que je ne suis pas assez bon en maths et en physique. Et j'ai dit pareil, quoi, j'allais faire des sciences naturelles et je ne l'ai pas regretté. Pas regretté puisque ça t'a conduit à cette fameuse vocation de prof, Ouais. où tu redécouvres une nouvelle fois la montagne, mais beaucoup plus loin cette fois, Ouais. puisque bon, c'est vrai qu'on dit que les Marseillais, dès qu'ils ont passé Valence, ils sont dans le nord, et toi, tu es monté encore plus loin. Oui, moi j'ai été nommé en 1966, j'ai été nommé dans les Ardennes. Alors là, j'ai découvert un monde formidable parce que je vois toujours ma première intervention en classe. Alors j'avais un copain, Bernard, là, qui m'avait dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? On n'avait pas trop de formation pédagogique. Hein. Donc il me dit, bah, écoute, tu prends ta main, tu la poses sur le tableau, tu fais le dessin de la main et puis tu discutes de la main. Donc j'ai dit, d'accord, j'ai fait comme ça. Et alors je commence mon cours, quoi. J'ai une classe de 5e. Et puis je vois, à un moment donné, je voyais le visage des élèves, j'ai dit, mais attends, ils ne sont pas normaux, ceux-là, ils me regardent comme si j'étais un animal, là. Et puis il y en a un qui lève le bras, il s'appelait Jean-Noël Cocu. Et c'était un petit bout, là, un tout petit, là. Il me dit, monsieur, vous pourriez écrire au tableau parce qu'on ne vous comprend pas. Évidemment, l'accent marseillais les avait
Sinon séduit, mais du moins décontenancé, fortement. Alors, Voilà. de Marseille, tu aurais pu emmener les boules de pétanque ou le ballon de foot, et toi, tu as choisi d'emmener le foot. Ah ben moi, c'est le foot, hein. Ça c'est ma passion. J'ai joué au foot, comme le théâtre d'ailleurs, tout petit, tout le temps, quoi. Tout le temps, le foot. Et puis j'ai découvert que le foot à Marseille, c'était une chose, mais dans les Ardennes, c'était autre chose, hein. Parce que les terrains, c'était des champs, hein. On jouait, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait de la glace, on jouait, on mettait les crampons longs. C'était assez rugueux comme niveau de football, quoi. J'ai des photos de cette époque-là, et je reconnais la plupart de ceux qui sont là, parce que ceux avec lesquels on a joué au foot quand on avait 22 ans, là, ça marque, quoi. Et le foot, c'est formidable. Oui, parce que le foot dans les Ardennes, bon, il y a Sedan aussi, Sedan, il y a oui. une culture du foot qui est peut-être pas connue depuis Marseille, quoi. Ah non, parce que mais Sedan a été champion de France, parce Eh que oui. Sedan était un club. Il y avait les frères Oliver, je me souviens. Célestin et puis l'autre, je ne sais plus, Olivier, je ne sais plus. Et donc, ils étaient très, très rugueux. Et ils ont gagné plusieurs fois, hein. C'était vraiment un club formidable, quoi, Sedan. Alors, tu es resté combien de temps 3 ans. 3 ans à Vouziers, dans les Ardennes, là, dans le sud des Ardennes. Après, j'ai été muté à Romilly-sur-Seine, pas très loin, dans l'Aube. J'y suis resté 2 ans. Et donc, entre-temps, je me suis marié oui, je me suis marié quand j'étais dans les Ardennes. On a fait avec Mireille 2 filles, hein, donc et on est arrivé ici. J'ai demandé, je voulais descendre dans le sud, mais tout sauf Marseille, parce que étant Marseillais, je connais les Marseillais. Et ils sont formidables, mais bon, ils sont trop compétiteurs avec moi pour la tchatche, quoi. Donc je préfère être éloigné. Donc j'avais demandé toute l'académie d'Aix-Marseille, toute l'académie, sauf Marseille. Et j'ai été nommé à l'endroit le plus éloigné de Marseille, qui est à 272 km, à l'époque, il n'y avait pas tout à fait l'autoroute et tout, 272 km de Marseille, Briançon. Et donc, l'arrivée à Briançon, comme prof, on dit encore sciences naturelles à l'époque. Oui, oui, oui. Et puis, bien sûr, alors, tu as amené ton ballon de foot, et puis tu as ton costume, on va dire, entre guillemets, de comédien, metteur en scène. Tu as mis Oui. les élèves et les profs sur scène. Voilà, oui, effectivement, c'est bien résumé, tu vois que tu me connais. Parce qu'effectivement, le foot, j'ai pas arrêté, hein, je suis arrivé. Et d'ailleurs, de la même façon qu'à Vouziers dans les Ardennes, quand je suis arrivé à Briançon, j'ai connu le terrain de foot avant de connaître Le lycée. le lycée. Et bon, c'est une bonne entrée en matière, parce que d'emblée, on est avec des gens pour lesquels on a des points communs, le football, quoi. Et moi, j'ai retrouvé des jeunes qui ensuite, je les ai eus en classe, quoi. C'était assez marrant, mais ça ne nuisait pas aux relations, au contraire, ça facilitait les choses. Et forcément, au niveau du théâtre, ça a été pareil. Au niveau du théâtre, donc j'étais là en 60, je suis arrivé en 71-72. Il y avait un prof de maths qui s'appelait Daniel Balivet, hein, qui avait un petit club théâtre. Donc, et c'est l'année où il partait. Donc j'ai mis Tout naturellement. Exactement. Et puis alors là, ça a été plus de 30 années de théâtre. Mais c'est fou, quoi. C'est fou. C'est d'ailleurs là où on a eu un premier contact, puisque bon, moi je travaillais à la MJC, directeur adjoint, Ah oui, c'est vrai. et mon directeur de l'époque m'a dit, en spectacle, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu vois Sirio. Et voilà, donc ouais. le contact était pris. C'était Richard Scheff. Richard, voilà. Puis après, ça a été Luc Marcello, un autre compagnon de route comme toi, finalement, avec lequel on a mené une action qui était extra mes passions, hein. C'était la maison des jeunes et de la culture de Briançonnais. Moi, j'y suis resté à peu près 20 ans président. Pas tout de suite, hein, mais à partir de 88, 89. Et donc là où on a milité dans ce monde-là, et il y avait bien sûr le cinéma, puis il y avait un cinéma qui a été installé qui a été, donc la commune l'a
ils devaient le fermer, mais la MJC a accepté de le prendre en 1995. Et on avait un ciné-club, etc. C'était vraiment une maison des jeunes et de la culture. Jamais assez, hein, jamais assez de culture, jamais assez de jeunes, mais quand même c'était un lieu qui rassemblait des gens qui avaient une foi en l'avenir quand même. On n'est pas dans la maison des jeunes comme ça par hasard, on y croit quoi. Alors, il y avait quand même le métier de prof, hein. Il n'y avait pas que le théâtre et le foot, il y avait le métier de prof qui a marqué quand même pas mal de générations d'élèves que tu peux croiser d'ailleurs à Briançon ben oui, régulièrement. Ah ben oui, j'en croise, et puis de temps en temps arrive quelqu'un qui te dit, puisque là on est dans la maison de la géologie, il y a quelqu'un qui te dit, mais attends, celui-là, là, eh ben, ah, Bebou, c'était un dénommé Bébourdian, qui était un copain à moi de l'université, de la fac à Marseille. Et on a passé une après-midi, j'ai plus rien fait là, je suis resté avec parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, la maison des jeunes. Il y avait prof, certes, il y avait le foot, certes, il y avait le théâtre, mais... Il y avait les élèves quand même. Et puis, les élèves, les voyages. Ben justement, parce que tu ne te contentais pas de ta classe. Je me suis laissé dire quand même que ça circulait beaucoup. C'est-à-dire que les premiers, quand je suis arrivé, là, tout de suite, je suis allé à Paris, dans le 14e, et j'avais amené mes élèves. J'ai encore la vision de ces élèves. Et on est arrivé là-bas. C'était très rustique et tout, dans le 14e arrondissement. Donc, et puis, comme je le faisais chaque année, il y a des élèves du technique, hein, qui m'ont dit, écoute, notamment un gars que je connaissais bien parce qu'on faisait du foot aussi, il me dit, mais c'est pas normal que nous, on n'ait jamais de voyage. Alors j'ai dit, écoutez, je vous prends un voyage. Et alors je ne l'ai pas regretté parce que c'était plutôt sympathique, mais c'était pas leur monde, les SVT, qui étaient devenus les SVT, c'est-à-dire la biologie, la géologie, tout ça. Et donc ils s'étaient un peu perdus, donc ils ont plutôt... profiter du voyage. Voilà, exactement. Mais j'en ai un souvenir, un grand souvenir. C'est pas facile parce que quand on a des jeunes de 17, 18 ans ou un peu plus, on est responsable quand même. Hein. Et j'ai toujours eu de la chance. Toujours eu de la chance parce que avec les voyages, j'ai fait pendant plus de 30 années. Et, je faisais un voyage pour les premières et un voyage pour les terminales. Le terminal, c'était Paris. Et avec les musées, Palais à découverte, Musée de l'Homme, etc. Hein. Et puis, pour les premières, alors c'était à la rencontre d'un établissement, parce que comme je faisais beaucoup de choses, déjà des stages de géologie, j'avais noué des relations, des universités d'été, etc. Je connaissais beaucoup de profs dans toute la France. Donc je disais, écoute, nous, on vient passer 3 jours chez toi, on arrive avec notre bus, tu nous mets où tu veux, donc les jeunes de Briançon allaient dans les familles, donc ce qui réduisait les coûts. Et puis le prof, il faisait la géologie de 3 jours, de sa géologie à la nuit. Et puis après, à contrario, ils venaient chez nous, c'était pareil. On leur faisait la géologie, ils arrivaient avec leur bus, on leur faisait la géologie, le prof, il était tranquille, les gamins étaient dans les familles, etc. Et il y a eu beaucoup de classes comme ça, le nec plus ultra, pour parler, c'est pas marseillais ça, hein. Ultra, si, peut-être quand même. Peut-être, ouais. Sûrement. Mais il y a des ultras partout, de toute façon. Et donc, ça a été les voyages que j'ai pu faire à La Réunion, avec mes élèves. La Réunion, la Guadeloupe. La Sicile aussi. Alors ça, ah oui, la Sicile, j'ai fait 15 voyages. J'ai amené beaucoup de classes. Les classes, alors on était avec mes amis Guy et Juliette Marusini, puisque c'était en Italie, donc il y avait les Italiens. Alors on est allé à Venise, on est allé X fois, effectivement, faire les éoliennes. C'est fantastique. Parce qu'il fallait parler italien, on était bien comme ça. Mais découvrir les volcans, avoir le Stromboli qui crache tous les quarts d'heure depuis 2000 ans, quoi. C'est un truc, bon... Alors après, j'ai fait des tas de voyages aussi avec les profs. Et il y avait toujours du monde. Et justement, là, bon, ça fait plusieurs fois
qu'on évoque le mot géologie. Ah oui, ça. C'est quelque chose qui a beaucoup compté et qui compte toujours dans ta vie, puisque on est ici à la Maison de la Géologie et du Géoparc, un lieu où tu passes beaucoup de temps. Eh oui, je passe beaucoup de temps à la géologie. Mais c'est pas venu tout de suite. Hein. Ben justement, parce que dans ta formation initiale, c'était plutôt biologie quand même. Ben non, la licence, à l'époque, licence d'enseignement, c'était 6 certificats. Et il y avait effectivement plus de biologie que géologie. Il y avait en gros 5 certificats de biologie et 1 de géologie. Et donc, moi, la géologie, après, j'ai enseigné la géologie, puis dans les programmes, il y avait la géologie. Alors, la géologie, c'était en 4e. Et puis après, il n'y en avait plus pendant toutes les... En 4e, c'est toutes les classes dans le collège. Après, dans les lycées, alors il n'y avait rien en seconde, puis après, on trouvait en première. C'était un peu... On recherchait... Et là, ils se sont rendus compte que finalement, la biologie et la géologie étaient mal réparties. Et ils ont mis 2 tiers de biologie et 1 tiers de géologie. 2 tiers de biologie et 1 tiers de géologie. Ce qui fait qu'on avait quand même de la géologie, et petit à petit, celle-ci était classique au départ. Et puis 1983, dans les programmes, on met quelque chose que je n'avais pas étudié, puisque moi, j'ai été formé jusqu'en 2006, finalement, et la tectonique des plaques, la dérive des continents de Wegener, c'était pas encore trop... moi, je connaissais pas trop, quoi. J'avais pas eu ça comme enseignement. Donc, il a fallu se former. Donc, 83, ils font rentrer la tectonique des plaques. Et puis là, alors il y avait Bichelon, Claude Rémy, Philippe Bichelon, qui étaient de jeunes profs qu'on avait eu en classe, et puis bon, qui nous ont un peu secoués, mais avec les Tournelles, on est toujours secoués de toute façon. C'est un avant-gardiste de tous les temps, et je regrette bien sa disparition. Et donc, en 83, j'ai dit, le ministère dit, écoutez, vous allez vous débrouiller dans vos territoires, on vous donne les moyens, vous avez créé les MAFPEN, Mission académique à la formation des personnels de l'éducation nationale, trouvez quelqu'un et puis faites cette formez-vous. Formez-vous. Donc moi, je ne me le suis pas fait dire. D'emblée, Daniel Mercier, ingénieur géologue à Fontainebleau, à l'école des mines quand même, accepte de nous faire un premier stage. Bon, premier stage, 32 Marseillais, c'était l'académie, pas que Marseillais. L'académie, on va sur le terrain, on a découvert la géologie de terrain, quoi, à la lumière de la tectonique des plaques. Et donc, donc il fallait tout faire en même temps, s'initier à la tectonique des plaques, en allant sur le terrain. Et ça a été fabuleux, parce que je me suis rendu compte que l'enseignement, ou il est vivant, ou il n'est pas. Hein? Alors, et dans la géologie, roches et paysages, vous ne les avez pas en classe, vous avez des tiroirs, mais vous ne savez pas d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a mis là, etc. Donc, là, je suis tombé dedans. Ça a duré de 83 à 89. J'ai fait plein de stages, parce que, ayant fait avec Daniel Mercier, j'en ai fait d'autres, avec d'autres enseignants, jusqu'à ce que je tombe sur Marcel Lemoine. Avant ça, il y en a eu bien d'autres. J'ai connu la Gabrielle. Enfin, si je devais citer tous les noms. Mais donc, avec Marcel Lemoine, là, c'est Pierre Tricard qui me dit, qui est géologue aussi, qui était un des collaborateurs les plus proches, un élève de Marcel Lemoine, qui me dit, oh, mais tu devrais aller voir Marcel Lemoine. Et il était comment ça s'appelle, au bout de la vallée à Briès, voilà, à Briès. Donc je vais voir Marcel Lemoine. Et puis, c'était en 1988. Il m'a dit, oui, je fais quelques petites sorties pour tout le monde. Et là, on est rentré dans un cycle d'une 12aine d'années où il m'a tout appris. Il m'a tout appris, et toute la géologie, elle a été apprise sur le terrain. Je ne prenais pas de notes, moi, comme j'étais tout le temps avec lui. Et qu'on faisait souvent les mêmes choses pendant toutes les vacances, etc., à force d'entendre, j'ai fait rentrer, c'est vraiment l'apprentissage par imprégnation orale. Hein. Et avec donc Marcel Lemoine, qui a donné son nom à une salle de la Maison de la Géologie, puisque c'est vraiment une référence pour toi. Ah oui, c'est une référence, mais pas que pour moi. Quand on entend des gens comme Jean-Marc Lardot, qui est avec Michel Balèvre,
les géologues avec lesquels nous avons fait la deuxième époque de la géologie, après Marcel Lemoine, ils disaient, Marcel Lemoine, c'est pas que, il a créé une école. Il y a l'école Marcel Lemoine. Ceux qui ont adopté, il avait une vision de la géologie qui était, comment dirais-je, avant beaucoup d'autres, quoi. Alors il n'est pas le seul, il y en a des tas, mais il a marqué. Il a marqué. Et nous, moi j'ai eu la chance d'être nourri au biberon de la science de Marcel Lemoine, et le CBGA n'est que l'expression de ça, parce que il y avait quand pas on dit CBGA, Centre briançonnais de géologie alpine, ben il est dû à Marcel Lemoine. Parce que rapidement, on a créé une association. Parce que quand vous voulez faire, comment dirais-je, créer quelque chose qui fonctionne, la France, elle a un truc fabuleux, c'est les associations. La loi de 1901, hein, c'est fantastique, donc, parce que vous êtes tout de suite reconnu. Vous pouvez demander des subventions, vous pouvez vous adresser en disant je suis une association. Vous faites des trucs fantastiques sans les associations. Quelle pauvreté on aurait dans la création en France. Comme il y a de milliers d'associations, alors bon voilà, ben, voilà, ça marche depuis qu'on l'a créé, avec les amis ben, c'était avec c'était Luc Marcello, j'ai créé ça, et puis après on a eu le ministère Jospin là avait créé les emplois jeunes. On a recruté Aurélie Orvin, c'était en 99, vous voyez, on est 2025, elle est toujours là, et donc elle a une place éminente. l'idée de l'emploi jeune pérennisé, Ouais. c'est vraiment le cas pour CBGA. Ça, puis je veux dire que c'était pour tous ceux qui voulaient, je veux dire, bon, alors on a créé ça, je me souviens, je ne me rappelle plus le nom de ce sous-préfet, il y avait Luc Marcello qui avait monté la mayonnaise, et on avait donc recruté, c'est un emploi jeune, il était financé à 80% pendant 5 ans. Et puis, pendant 3 ans de plus, ils étaient à 50%. Donc pendant 8 ans, on avait quelqu'un qui travaillait sans que ça nous coûte de l'argent. Parce que l'argent, on n'en avait pas. On avait des subventions, on était aidés. Et l'aide numéro 1, c'est la région. Il y avait évidemment la commune. Les communautés de communes n'ont existé qu'à partir un peu plus tard, de 2000, là. Bon, on avait quand même... et puis après... on avait moi j'avais dans la tête une maison de la géologie. Donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard. On revient un peu, si tu veux bien, sur la géologie. La géologie qui a évolué, donc, puisque le fait qu'il y ait de nouveaux programmes, que les enseignants soient obligés de se former, ça voulait dire aussi que dans la transmission aux élèves, il y avait quand même un changement de paradigme du concept même de la géologie. Ah, oui. Parce que bon, moi je me souviens au lycée, la géologie, si on m'avait dit que je m'intéresserais, comme je l'ai fait plus tard avec toi, à la géologie, et avec une formation, on va dire, intense et accélérée, avec tous les gens qui sont passés par ici, j'aurais rigolé, quoi. Parce que j'ai un souvenir de géologie au lycée, alors peut-être tu l'as vécu aussi avec tes élèves, mais en tant que prof, c'était un TP, avec un tas de sable sur la table, trier les grains de différentes couleurs pour essayer de deviner quelle était la roche à l'origine de ce sable. Et après, la roche, on l'a rangée dans un tiroir en quelque sorte, et on avait donné un nom. Et la géologie, c'était ça, c'était donner des noms aux roches. Voilà. Aujourd'hui, on raconte plutôt des histoires. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui racontons les histoires, ce sont les roches. Mais oui, avant, c'était des monographies. Alors, il y avait telle roche, telle roche, telle roche. C'était intéressant, mais ça n'allait pas trop loin, pas assez en tout cas. Il n'y avait pas que ça, mais bon, c'était ça le cœur. Aujourd'hui, la géologie, finalement, c'est des roches et des paysages. Et ce sont les roches et les paysages qui vont répondre à nos questions. Et raconter l'histoire des Alpes, là, qu'on professe, puisque j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont devenus inspecteurs généraux. Ils m'ont dit, putain Raymond, vite, il faut que je fasse quelque chose, etc. Et ces gens-là m'ont dit, on va te nommer tu vas faire passer le CAPES, le concours. Donc je suis allé faire passer le CAPES, et je me suis rendu compte de la détresse absolue des connaissances pratiques. C'est-à-dire que peu de gens avaient les moyens, avaient la chance d'habiter dans des régions où on a la géologie
totale On a tout. dans un rayon de 10 km. Bon, et donc, on a monté des stages pour ces profs-là. Hein. Après que j'ai... Et puis, quand j'étais à la commission des programmes, j'ai dit, mais de quoi on parle? Ben, de l'Himalaya. Il dit, mais vous êtes fada. De l'Himalaya? Vous y allez en Himalaya? Vous emmenez les élèves en Himalaya? Ah ben non, mais on a des films, on a des trucs, et puis c'est facile, on voit l'Inde qui part, elle vient percuter l'Asie. J'ai dit, ouais, mais attendez, ici, on a tout à portée de main, dans un rayon de 10 km autour de Briançon, on a tout. Donc, j'avais déjà, avec Alain Bérou en 1995, j'avais déjà émis l'idée d'une maison de la géologie, etc. Elle a été ouverte en 2016, parce qu'il faut toujours du temps. Il faut toujours du temps. Bon, quand on parle de géologie, c'est normal que ça prenne du temps. Absolument, oui, absolument, absolument. Bon, on n'est pas en millions d'années quand même. Non, 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 pas tout à fait, mais bon. Enfin voilà, cette géologie m'a apporté beaucoup, beaucoup de satisfaction. Après, avec les stages qu'on a fait avec les classes, tout ça, ça existe depuis des années. Les premières classes que j'ai amenées sur le terrain, 1989. J'étais un bébé là, je commençais à peine. J'avais pas encore Marcel Lemoine, c'était juste une sortie avec lui. J'ai amené les 4 classes du lycée Janson de Sailly, les 2 classes première année, deuxième année, classe préparatoire. On était 128 au sommet du Chenaillé. Au sommet du Chenaillé. Ouais, parce que le Chenaillé, il faut dire quand même que c'est la référence. Ben, c'est-à-dire que c'est un miracle. Non mais, alors beaucoup de gens se moquent de moi, mais je préfère faire rire que pleurer, n'est-ce pas? Et donc, disent le Chenaillé, monsieur Chenaillé, etc. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte que c'est un objet unique au monde. Tout. Alors, je ne vais pas faire un cours de géologie. Non, mais pourquoi c'est unique alors, justement, quand même? C'est unique parce que c'est tout seul, quoi. C'est un fond océanique exactement identique à celui qui était sous 3000 mètres d'eau il y a un certain nombre de 150 millions d'années, et qui a été, à la faveur de l'histoire alpine, qui a été porté en superstructure sans être abîmé. C'est-à-dire, quand je dis abîmé, c'est pas, bon, il y a bien sûr qu'il y a des éboulis, etc., mais vous avez un objet qui est exactement, non seulement du point de vue descriptif, mais du point de vue chimique, du point de vue métamorphique, tout est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Atlantique. Il n'y a que cet endroit. Parce que les autres, il y a des morceaux qui sont descendus, ils sont descendus à 40 km, des morceaux de cet océan, qu'on appelle l'océan alpin, ils sont descendus à 40 km, ils sont remontés. Bon, la plus grande partie a disparu. Mais quelques morceaux, et le Pierrat, c'est quoi? Les roches bleues, c'est quoi? C'est des roches qui sont descendues à 40 km, 95% sont mortes, sont allées dans le manteau, et puis il y en a quelques-unes qui sont remontées. Et puis vous allez en Italie, vous allez en Viso, ils sont descendus à 80 km, puis elles sont remontées. Mais c'est fantastique, avec ça vous racontez tout. Et vous avez une cohérence, et si vous n'aviez pas ce qui était à l'origine, que vous trouviez des roches bleues, mais elles ont toutes été vertes quand elles étaient nées Chenaillé, à l'origine, vertes. Puis après elles deviennent bleues. Puis après elles deviennent rouges. Enfin rouges, il y a des grenades dedans. Donc aujourd'hui j'ai fait une conférence, je ne sais plus, avec mes amis de Vitrolles. Et puis Philippe Bouilly là, qui nous a rejoint il y a une dizaine d'années et qui me remplace, quoi, parce que le terrain pour moi je commence à partir en quenouille. Et moi j'avais fait un diaporama les Alpes multicolores. Et lui il fait un stage les Alpes multicolores, parce qu'on travaille ensemble bien sûr. Et parce qu'effectivement avec ces 3 couleurs vous avez une histoire mais extraordinaire. Alors quand on t'entend parler avec passion donc de ce Chenaillé, on comprend qu'on ait réussi à convaincre Gilles Boulot dans le journal de 20h de consacrer 3 minutes au Chenaillé, comme si c'était en fait un peu de l'actualité chaude. C'est grâce à ton vécu de journaliste. Et de contact avec Astrid Mesmorian. Celle-là, on lui doit, on la voit de temps en temps dans les journaux. Elle fait plus de politique maintenant que de géologie. Oui, mais enfin, et donc elle, on a eu ça, il y a été avec Gilles Boulot, on a eu ce truc-là. Puis après, j'ai eu des films avec, dès que j'avais une demande, je demandais à Jean-Marc Lardot. Et on a fait des films avec, on s'appelle Arte.
Arte, il y a des films, il y a eu pas mal de petits trucs. Bon, Arte, d'autres émissions sur la 3 un peu. ah oui, ah, il y en a une sur la 3 que je ne retrouve pas, quoi. C'était du fond de l'océan alpin, c'est-à-dire du Chenaillet. Avec Jamy. On a fait, alors oui, on a fait ça avec. C'était pas Jamy, c'était la fille là. Oui, Sabine. Sabine. On a fait les Lui, il émissions. était loin et il commentait. Voilà. Ouais, et on a fait ça. Ça, c'était avec C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, voilà. Et puis, j'en ai fait un que j'ai jamais retrouvé. On partait de là et on allait aux Ammonites de Guillestre, chez mes amis Combes. Ouais. Ah là là. Dont on a Eh une ben belle oui, dalle. dont on a, c'était un Combes, c'était un homme extraordinaire, un artiste et un homme fin parce que au départ, il débitait les cailloux de la carrière de Guillestre pour faire des maisons. Puis sur les maisons, ça se fait plus, ça se fait en béton. En béton. Donc, mais lui, il s'est dit, mais ces bébêtes-là, c'est des ammonites, et vous avez un truc de 50 cm², il ne coûte rien, vous mettez une ammonite dessus, vous le vendez 50 €, quoi. Et donc, il a fait... oui, il y a la lumière qui a sauté. Ouais, C'est pas grave. Et donc, on avait fait ça avec lui, et il avait perçu l'intérêt d'avoir des fossiles. Donc, les fossiles, c'est pas que dans les musées, il y a dans la réalité. Les gens, ils viennent ici, ils vont dans les mines, la mine de la Combe Marine, il y a plein de fossiles. Donc, c'est pillé, bien sûr, mais comment voulez-vous empêcher les gens? Bon, alors après, il n'y a pas tout le monde qui y va. Hein. Bon, non, mais bon, enfin, donc on avait fait un film formidable et qui se terminait là-bas. Et je n'ai jamais retrouvé ce film. J'ai envoyé des tas de lettres, bon, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. J'en ai fait un autre avec des gens de Nancy. Enfin, on a eu cette période où... C'est vrai que la géologie du Briançonnais attire de partout, quoi. Eh bien oui, parce que, je veux dire, aucun voyage international qui vient dans les Alpes évite le Briançonnais. Alors, bien sûr, nous, quand on fait une sortie géologique avec les nombreuses classes, on a quand même passé plus de 250 000 élèves hein, en 30 ans, là. Donc, et on continue. Donc, eh bien, un stage, les Américains passent. Les Américains, pas Trump, hein, mais les Américains, ils passent là, ils s'arrêtent au Lautaret et ils font le paysage du Lautaret-Galibier et ils font la géologie. De la Mèche jusqu'au Galibier. Ah ben, exactement, c'est des trucs. Et donc, le parangon de toute la géologie, c'est le Chenaillet parce qu'il est tout seul comme ça. Comme lui. Et justement, un ancien fond océanique, ça a fait tilt, ça a beaucoup parlé aux ingénieurs pétroliers, par exemple, qui ont beaucoup fréquenté la région. D'ailleurs, avec Marcel Lemoine. Avec Marcel Lemoine, j'ai fait pas mal de stages où il y avait Elf à un moment donné, il y avait British Petroleum, BP. Alors, il y avait Thierry Dumont et Marcel qui pilotaient tout ça, avec lesquels il y a eu aussi, il y avait aussi Michel Cousin et puis Claude Monnier pour faire des universités d'été. On a fait des universités d'été de 91 à 96, des universités d'été financées par le ministère. Donc ça fait des gens d'ailleurs, il y en a qui savaient parce que c'était que la montagne, des profs, ils ont dit, ils ont profité. Donc c'est... Parce que les profs étaient attirés par le Chenaillet, il faut bien le dire, plus le reste de la géologie. Les pétroliers, il n'y a pas de pétrole quand même ici. Alors le pétrole, il y a ce qu'on appelle les marges, les bords des océans, les marges passives. Hein. Il y a les marges actives, où ça pète partout, les volcans, tout ça, et les marges passives. Et les marges passives, c'est des failles qui débitent le continent, et ça crée des bassins, des demi-bassins, quoi. Et c'est là-dedans que se développe le pétrole. Et donc, dans les paysages briançonnais, notamment du côté de Dormiouz, vous avez exactement la même chose. Ils arrivaient, ils sortaient leur coupe qu'ils avaient fait avec la sismique, ils arrivent à voir le globe en profondeur, et ils voyaient des trucs comme ça, et ils l'avaient en face. Dormiouz, ils se mettaient là, ils étaient là, ils revenaient. Bien que le Briançonnais, ce soit la référence géologique, quand tu emmènes des profs, tu les emmènes pas forcément uniquement au Chenaillet, mais
Ouais, on va dire dans le monde entier, quoi. Moi, je suis de 44. Je suis monté dans un avion en 1995 pour la première fois. Pour C'est- aller, hein pour aller où? Au Népal. Au Népal, qu'est-ce qui s'est passé? On faisait les profs de Marseille, ils faisaient des stages. Bon, notre ami Arnaud Pesset était là, et donc on faisait un stage, donc on faisait la vallée des Bancs, et c'est lui qui a travaillé en 69, il avait fait un truc se remonter à l'ouest, sur la vallée des Bancs, mais on était là au SIPA, hein, au SIPA, on dormait là, et puis c'était en 94 ça. Et donc, il y a des profs qui disent « Oh ben Arnaud, tu parles de ceci, il faudrait que tu nous amènes. » Et puis je vois les filles venir, mais les filles, c'est les femmes de mon âge. Hein. Donc aujourd'hui, à l'époque, elles étaient plus Elle jeunes, avait et le moi même âge aussi. aussi. Ouais. Et donc elle dit « Raymond, viens. » Et puis là, elles me mettent en face d'Arnaud. Arnaud, répète ce que tu as dit. Ben, il m'a dit, il me dit, bon, écoute, elles m'ont demandé si je pouvais les amener au Népal. Je dis, ben oui. L'année d'après, on est parti au Népal. Il y avait tellement de monde, candidats. Il a fallu faire un tirage au sort. Et on en a fait quelques-uns de voyages au Népal. Et on a fait des voyages. Alors, on a fait des voyages. On a fait l'Oman. Qui ressemble un peu quand même quelque oui. part au Chenaillet. Et oui, mais avec une différence essentielle, c'est que le Chenaillet, c'est l'océan Atlantique. L'Oman, c'est l'océan Indien, l'océan Pacifique. Il y a deux types d'océans. Il y a ceux qui marchent lentement, le Chenaillet, ceux qui grandissent de 2 cm par an, l'Atlantique, et puis d'autres qui marchent à 10, 20 cm par an. Donc c'est une diversité on parle de la diversité, mais dans les objets, les géologiques, à toutes échelles, c'est-à-dire les minéraux, les roches, et au niveau des paysages, au niveau des types d'océans et des bon, tout est différent, tout est bon à connaître. Et donc, j'ai fait des voyages. Les Galapagos. Là, ça dépasse la géologie, là, quand même. Ah oui, mais mais je me souviens, aux Galapagos, on a des roches, des péridotites, c'est-à-dire des roches du manteau. Et ces roches se débobinent en sorte de sable, un sable verdâtre. Et on a des grains d'olivine. Alors nous, on prenait des grains d'olivine, mais il y avait une sorcière islandaise, puis ça se passait en Islande, j'ai bien dit ça? Non, Non. Pas islandaise. Une sorcière aux Galapagos qui nous a fait vider de poche parce qu'on n'avait pas le droit de ramasser. Oui, il fallait pas, quoi. Tout ça. Ça a été pareil dans les voyages en Islande. Quand vous allez en Islande, vous avez un truc. Moi, j'ai fait 15 voyages en Islande. Après, j'en ai tellement fait souvent qu'il y avait Mumu, une amie très chère parisienne, qui m'a relayé, parce que l'Islande, tous les jours, il y a quelque chose de plus beau que la veille. C'est insensé. Vous voyez un truc, ah, c'est beau. C'est encore plus beau. On voit, alors on faisait des voyages extra avec Christian Coulon, on a fait avec Georges Masque, Christian Coulon, on a fait aussi avec Jean-Jacques Cochemet. Bon, voilà, l'Islande, c'est un paradis, quoi. Mais malgré tous ces voyages aux quatre coins de la planète, le retour à Briançon, c'est quand même quelque chose, la montagne, la géologie. Bien sûr. On a attiré beaucoup, les professeurs qui sont venus faire des stages, etc., des universités d'été, ça a rayonné. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on est à 240 ou 250 000 élèves quand on part de 89 à aujourd'hui. Parce que ça continue. Ça continue. Il n'y a qu'à demander à Aurélie Urbain, qui est toujours chez nous et qui prend une place considérable. On a toujours des demandes, les stages. Et d'ailleurs, ces stages, évidemment, sont payants. Ils font travailler une trentaine d'accompagnateurs. Alors, pas à temps complet. Ils font quasiment un quart de leur rémunération. Vous avez les maisons d'accueil, les centres de vacances, etc. Il y a beaucoup. J'ai été élu, j'ai fait de la politique, je me suis brûlé, mais bon, j'en suis sorti. Mais je veux dire que l'aspect économique
de ce qui est arrivé avec la maison de la géologie, avec tout ça, l'aspect économique n'est pas négligeable. Tous les stages, ça fait travailler du monde. Ça fait travailler du monde. On pèse entre 20 et 30 emplois. Vous dites à une maison, etc., ou combien? Ben moi, avec la géologie, j'ai 7 emplois. Je finance 7 emplois à l'année avec la géologie qui dure avec les groupes avril-mai, juin, et avril-mai, et puis septembre-octobre. Donc, au point de vue économique, pour un homme qui a fait un peu de politique, on disait quand même, c'est important, quoi. Il faut que nos petits aient du boulot, il faut que les commerçants puissent avoir puis des revenus. Enfin, ils n'ont pas besoin de nous, hein, parce qu'à côté du ski, c'est pas grand-chose. Et puis, intellectuellement, on dit, à Briançon, il y a aussi la géologie. Voilà. Et donc, cette petite association, le Centre Briançonnais de géologie alpine, s'est développée et aujourd'hui, donc, a réussi à monter cette maison de la géologie et du géoparc. Voilà. C'est un point de référence quand même. Ah oui, oui, on avait fait un projet avec nos amis de Archipel, là, Alain Nicoloso et Jean-Marc Fialon. On voulait faire quelque chose chez eux. Et puis, ça s'est avéré qu'il y avait d'autres pistes. Donc, on a commencé avec Alain Béroul en 95. J'ai rencontré un recteur qui avait dit le ministre a dit, c'était Allègre, pas de géologie à la campagne, pas d'université à la campagne. Bon, voilà, c'est courte vue, quoi. Donc, mais par contre, ça a foisonné au point de vue de tous les stages qui se font. On a presque on est monté avant la Covid, là, donc en 2019, on avait 1167 journées de terrain. On avait 25 accompagnateurs chaque jour sur le terrain, donc avec 25 classes. Donc ça c'était fabuleux. Et donc le dossier qui était dans notre tête, on l'a mené dans les années 2000 jusqu'à 2010. On a monté les dossiers, on a été aidé pour monter ces dossiers. Et finalement, on a réussi grâce à Joël Giraud, par exemple, qui nous a pas mal aidé, en disant tu as besoin de combien? J'ai dit là, d'après les trucs, ça fait à peu près 4 ou 5 millions pour la maison de la géologie. Il a dit, écoute, si, j'ai dit oui, j'ai fait un dossier à l'État et j'ai eu 1 million. Il me dit, si tu as 1 million, moi, la région t'en donnera 1. Et la communauté de communes du Briançonnais, merci à elle, elle a mis 3 millions. 2,7 millions exactement. Et donc, on a fait cet accueil ici qui nous donne c'est fabuleux, quoi. Je ne remercierai jamais assez les hommes politiques qu'on critique beaucoup par ailleurs, et je fais partie de ceux qui critiquent, je suis français, donc je critique toujours, et les hommes politiques encore plus que les autres, mais là, ils ont été à la hauteur, quoi. Et avec le soutien de l'Europe. Et oui, bien sûr, mais quand je pense qu'il y en a qui veulent sortir de l'Europe, cher. Parce que bon, quand on dit le Briançonnais, on est quand même à cheval sur la France et l'Italie. On n'est pas tout seul chez nous, quoi. Ben non, on a travaillé beaucoup avec nos amis italiens pour le géoparc, justement, et des amis très, très, très chers qui ont disparu juste quand on est arrivé au bout, quoi. Oui, on pense. Ouais. Alors, avant de conclure quand même... Pourquoi j'ai encore des trucs à dire? Oui, non. Faut terminer. Je voudrais dire, il y a l'avenir aussi, puisque tu disais tout à l'heure que sur le terrain, tu y vas beaucoup moins, alors que le terrain, c'est la géologie. Comment est-ce que tu vois ton avenir en particulier en lien avec cette géologie? C'est-à-dire que là, on a Philippe Bouilly qui prend le relais, de toutes les sorties que je faisais moi, les classes préparatoires, tout ça. C'est lui qui a tout pris. On a Fanny Goussin aussi, qui est une géologue, parce que c'est un hydrogéologue, Philippe Bouilly. Et Fanny Goussin est une géologue, elle a Bac plus 8, elle a un doctorat, donc elle qui va petit à petit relayer probablement quand il se mettra à vieillir et que moi je ne serai plus là. Et il faudra bien, parce que l'avenir, c'est quand même la géologie. Alors évidemment, il y a Aurélie Orvin qui est là, qui est le ciment de tout ça, hein, parce que bon, il faut bien entretenir tout, il faut bien mettre au point les stages, etc., le livret guide. On a du point de vue là, il y a un truc qui me titille en ce moment, c'est le pass culture, là. Ah ouais. Le gouvernement, je vais critiquer évidemment, il y avait un pass culture qui était fabuleux, c'est-à-dire que les frais pédagogiques étaient financés par le ministère de la Culture.
Et bien là, pour gratter 20 millions d'euros, il y a des tas de classes qui avaient fait le dossier et il n'y a plus de sous. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est 2 ronds-points, quoi. Oui, c'est vrai que si on prend l'unité de base du rond-point, Je sais bien qu'il faut payer la dette, il faut payer ci, il faut payer là, mais on dit d'abord les élèves, enfin les enfants, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et puis on coupe. Ils coupent là. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bon. alors, justement, on en est à un point de notre entretien où, généralement, je garde une petite case à la fin pour que tu puisses répondre à une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu aurais voulu que tu me poses? C'est la question la plus difficile hein, pour tout le monde. Ben, puisque je parle, j'ai beaucoup parlé de, ben, j'aurais aimé parler de mes enfants. Eh ben, allons-y. Ah, ben oui, j'en ai 4. Géologue? Non, non, j'en ai 4, donc 2 filles d'un premier mariage, Florence et Carole, et 2 garçons. Alors eux, ils sont plus d'actualité parce qu'ils ont 18 ans, quoi, voilà, ils sont là. Alors il y en a un qui est en BTS à Briançon. Après un passage à Aix qui a été vite... Ouais, bon. Ils ont vite compris que la ville, c'était pas pour eux, quoi. Ils étaient trop amoureux du Briançonnais. Comment voulez-vous ne pas être amoureux du Briançonnais? Quand je suis arrivé avec Mireille en 1971, on se disait, mais qu'est-ce que c'est ce pays? Il n'y a jamais de nuages. L'automne de 71, il n'y a jamais de nuages. Et on a dit, pourtant, elle était de la Marne, elle a dit, on reste là. Et on y restait. Donc, et eux, ils sont là. Et l'autre, il fait en attendant mieux, après son passage à Aix, où il a été traité par une université trop grosse pour des Briançonnais, bon, avec un accueil pas toujours à la hauteur, quoi. Bon, il a essayé de rester, puis bon, il n'est pas resté. Et donc il a dit, ben là, je vais faire il avait fait un stage de 3e, comme quoi ça sert. C'est petit, au Robianco aujourd'hui, mais à l'époque c'était boulangerie. C'est la boulangerie. Et donc, il a fait un CAP, il le passe au mois de mai, CAP de boulanger, mais c'est une poire pour la soif. C'est-à-dire que si un jour il est dans la panade, il trouvera toujours du travail. quelqu'un. Ben oui, parce que se lever, comme on l'a fait nous ce matin, parce que je l'ai accompagné, à 2 heures on se lève pour être à 3 heures chez Ange, là, bon, ben il faut le faire, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc il dit, ça, j'aurai toujours quelque chose. Mais son ambition, parce qu'il a eu des profs au lycée vraiment remarquables, et donc notamment les profs d'histoire, géographie, etc. Et il veut faire... il y avait sciences politiques dans l'histoire et sciences politiques. Et ça l'intéresse. Donc il veut essayer de se reconvertir, c'est-à-dire que aller à l'université par Parcoursup, demander à être pris dans non pas dans Sciences Po, hein, c'est dans un institut IPS, enfin un truc en dessous de Sciences Po, nettement, mais bon, ça fait un truc pour faire ce qu'ils aiment, parce qu'ils aiment l'histoire. Leur mère les a toujours emmenés pendant les vacances faire de l'histoire, la Normandie, l'Alsace, etc. Et puis aussi les châteaux de la Loire, etc. L'histoire, ils sont marqués par l'histoire, tous les deux, Raphaël et Valentin. Et Valentin, lui, il serait bien dans ce monde-là. Voilà, donc il va voir. Mais c'est 3 ans de licence, plus 2 ans de master. Mais bon, là, on vit de plus en plus vieux, on a de voilà, plus en plus de temps pour faire des choses. Voilà, mais bon, comment dirais-je, petit à petit, je me dégrade physiquement, pourvu que la tête, j'en sais rien, mais la tchatche, ça va. Ouais. Voilà. Bon, c'est la culture marseillaise. Quoi. Absolument. On revient au départ. Et pour maintenant conclure, je te propose de poser une question au prochain que j'aurai l'occasion de rencontrer, un prochain portrait montagnard. Alors, on ne sait pas qui c'est. Hein. Oui, c'est un homme, c'est une femme, on ne sait pas son métier ou quoi, mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander? Pourquoi tu ne ferais pas prof? Parce que prof,
tu diffuses, tu n'éduques pas, mais tu formes. C'est une noble ambition. Je le dis, moi je suis prof jusqu'au trognon, sois-le aussi. C'est tout. Voilà. Ben, Raymond, merci beaucoup. Je t'en prie, Michel. J'ai pas dit du bien de toi. Je vais en dire parce que je t'ai connu en 1986 avec Marcello aussi. Vous êtes les deux personnages qui m'ont jamais lâché et qui m'ont toujours accompagné. Et je tenais à te dire que je t'en suis très reconnaissant parce que tu fais partie des gens que j'aime. Ben, je te remercie, je ne suis pas venu pour rien. Donc... Salut Michel.